Et tous ces énarques qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvés avec tous nos fleurons vendus, selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous avons le plaisir de recevoir deux personnalités pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et ce jeudi, nous recevons Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, et l'ancien ministre des Finances, Arnaud Montebourg. La France s'enlise dans une crise budgétaire sans précédent. L'Europe serait menacée d'effacement culturel selon l'administration de Donald Trump. La France et l'Europe, renoncement ou effacement, c'est la question que nous poserons à nos deux esprits libres, Thierry Breton et Arnaud Montebourg. Thierry Breton, Arnaud Montebourg, bonsoir. 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 Bonsoir, ravi de vous recevoir. Thierry Breton, on a construit cette émission autour de votre livre, Les 10 renoncements qui ont fait la France, qui vient de paraître chez Plomb. Je voulais commencer tout simplement par une question d'actualité, puis c'est un livre sur les renoncements d'hier, mais à travers les renoncements d'hier, ça parle des renoncements d'aujourd'hui. Ce renoncement, justement, à la réforme des retraites, ces tractations budgétaires qui n'en finissent pas au Parlement, est-ce que ça montre que les élites ont abdiqué face à la question du déficit budgétaire et de l'endettement ? Alors vous l'avez compris, j'ai écrit ce livre que j'ai démarré il y a une dizaine d'années. Parce que je voyais déjà la France renoncer. La France renoncer sur de multiples aspects. Et évidemment, le chapitre, j'allais dire, le plus important du livre, c'est le chapitre 10, celui que j'ai appelé le renoncement au destin, 1974-2025, et évidemment l'histoire du surendettement de la France. Et c'est vrai que depuis maintenant des années, on n'est plus capable de tenir nos objectifs financiers. Alors on peut les avoir, les objectifs. On peut les décrire. On peut ensuite les voter. Encore faut-il les tenir. Mais voyez-vous, depuis maintenant 5 ans, la France ne sait plus faire un budget en dessous de 5% de déficit. Alors pour nos téléspectateurs, 5% de déficit, ça veut dire 150 milliards d'euros de plus dans la dette tous les ans. Donc ça, c'est une incapacité, je dirais, à tenir compte de cette réalité. Vous m'interrogez désormais sur ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a quelques jours, ce qui se passe maintenant depuis plusieurs semaines à l'Assemblée, et il faut appeler un chat, depuis la dissolution de l'été 2024. On en est à notre 5e gouvernement. On n'a pas de budget, du reste à l'heure où nous parlons, nous n'avons toujours pas de budget, même si on en vote des petits bouts. Et effectivement, on les vote sur quel principe ? Sur un principe d'abord de base que j'appelle de mes voeux moi-même. C'est la nécessité d'avoir des coalitions. Coalitions pour répondre à la fragmentation des partis politiques que nous voyons, et pas seulement en France. En France, on n'a pas cette culture de coalition. Seulement, évidemment, la méthode elle fait l'ensemble, fait le tout. Quelle est la méthode qu'utilisent l'ensemble de ceux qui sont habitués à bâtir des coalitions, qui en Allemagne, entre la CDU et le SPD, ils ont fait des grandes choses ensemble, qui aux Pays-Bas, qui en Belgique, qui en Suède, en fait dans tous les pays d'Europe pratiquement, on se met ensemble, on travaille en chambre pendant des semaines, on rédige un texte commun, c'est difficile, on s'écharpe, et puis finalement il y a des noms d'oiseaux qui volent, finalement on a un texte de coalition, et ça fonde, je dirais, un gouvernement stable. Et nous, on a fait l'inverse. Alors, je jette la pierre à personne. On était dans une sorte d'urgence. On était au 4e gouvernement, au 5e. Donc, il fallait absolument avoir un budget pris par le temps. On a bâti un budget au vu et au su de tous, sous les caméras, qui plus est, dans l'hémicycle que connaît bien Arnaud Montebourg, surchauffé, où chacun veut avoir ses petites victoires. Résultat, on va peut-être avoir un budget, mais au prix de quoi ? Au prix de multiples renoncements, et que moi-même, je ne peux accepter. Je ne peux accepter parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un budget qui sera, à mon avis,
très difficile d'être en dessous de 5% de déficit pour la France, si jamais on a un budget. On avait fait des réformes très importantes, elles étaient imparfaites peut-être, je parle en particulier de la réforme des retraites. On avait oublié par exemple les femmes, les mamans, la pénibilité, mais enfin on avait remis, je dirais, la voiture France dans une direction où on indiquait à nos compatriotes qu'il fallait, en gardant peut-être plus de justice, mais qu'il fallait travailler davantage, comme tous les pays d'Europe. Et là on vient de leur dire, non finalement, Paris vaut bien une messe, un plat de lentilles pour un peu de stabilité, et donc on renonce là aussi à un discours qui me semble très important dans l'esprit de nos compatriotes, c'est-à-dire leur réexpliquer les conséquences d'une démographie qui s'affaisse, voire qui s'effondre, les conséquences de l'allongement de la durée de vie. On a commencé à travailler sur ce sujet en 2017. En 2027, on n'aura toujours pas réglé le problème puisqu'on vient de suspendre la réforme des retraites jusqu'en 2027. On aura perdu 10 ans. Et pour moi évidemment, c'est un drame. Arnaud Montebourg, vous partagez le même constat, est-ce que c'est un drame ? Nous avons une protection sociale de pays riches et nous avons une économie de pays pauvres. C'est d'ailleurs pas moi qui l'écris, c'est un ancien Premier ministre qui n'a pas tenu très longtemps, François Bayrou, quand il était haut commissaire au plan, il avait écrit, dans la bataille du commerce extérieur, il avait écrit « Par certains aspects, l'économie française présente les traits d'une économie en voie de développement ». Et d'ailleurs, quand vous quittez les grandes métropoles, je suis moi-même de Saône-et-Loire, la Bourgogne, on traverse les sous-préfectures, la France, quoi, tout simplement, qui était prospère, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, avec des usines, une agriculture qui tournait, et bien maintenant, tout à vendre, à louer, à vendre. On voit d'ailleurs qu'en dehors de l'Île-de-France, ça c'est les statistiques Eurostat, et PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, le revenu par habitant, le PIB par habitant est passé en dessous de la moyenne européenne. Et on voit aussi que le taux d'emploi de la population active française, c'est-à-dire vous prenez toute la population en âge de travailler, et vous regardez ceux qui travaillent, est à 8 points en dessous de l'Allemagne. On est à 68%, l'Allemagne est à 76%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de travail, et qu'on ne travaille pas assez, et qu'il n'y a pas assez de personnes au travail qui peuvent financer. Je ne parle pas de durée du travail, d'ailleurs, je ne parle même pas de ça. Je parle de nombre de personnes au travail dans notre pays. J'allais vous poser la question, parce que c'est aussi peut-être une des raisons de l'incompréhension des Français, parce que les Français sont quand même majoritairement opposés à cette réforme des retraites. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de travailler plus longtemps, alors qu'en réalité, il y a si peu de personnes en âge de travailler qui travaillent. C'est pas ça le premier problème. On est de moins en moins nombreux à travailler pour un nombre de plus en plus nombreux à la retraite. Alors, il y a là-dedans, et c'est multifactoriel. Je parlais aussi des gens qui sont en âge de travailler. Non, mais je vous parle de... C'est factuel. Je ne porte aucun jugement. C'est factuel. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un poids porté par les actifs qui devient insoutenable. Donc, vous avez maintenant des débats dans les familles entre les générations qui s'affrontent en disant « Écoute, moi, ce que je paye pour ta retraite, franchement, tu pourrais faire un effort. » Enfin, moi, j'entends ça dans ma famille. Donc, je ne pense pas que ça échappe à une seule famille française que ce déséquilibre-là. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas traité le problème avec un indice de fécondité qui descend et des problèmes économiques qui n'ont pas été résolus. Et puis, si vous le permettez, bien sûr, le fait que, au fond, nos compatriotes, depuis 2 générations, c'est beaucoup, vous savez, 2 générations. Je parle depuis 1981-1982. Depuis 1981, on le sait, lorsque François Mitterrand, il faut remonter à cela pour comprendre la situation de blocage dans laquelle nous sommes. François Mitterrand veut il arrive au pouvoir avec ses 110 propositions, mais avec aussi, je dirais, un acquis social. Il veut offrir un acquis social à ses électeurs et puis évidemment à nos compatriotes. Et ça va être la réduction du temps de travail. Et donc il en fait son cheval de bataille, et ça va être, on s'en souvient, la réduction de départ de l'âge à la retraite de 65 ans à 60 ans, la réduction du temps de travail hebdomadaire, 40 heures à 39 heures, puis on sait ensuite 35, une 5e semaine de congés payés, au fond, est vécu comme une conquête sociale, au même titre que par exemple que les congés payés en 36 ont été une conquête. Donc, et ça, on fait rentrer ça un peu dans notre ADN. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est effectivement un acquis, sauf que cet acquis, il faut pouvoir se le financer. Et je reviens à ce que disait Arnaud Montebourg. Le financement précisément de notre État-providence, y compris
dans cette dimension que je viens de rappeler, il date du Conseil national de la résistance, 1943, puis ensuite 1945, avec De Gaulle, et finalement, la mise en place de cet État-providence, dont nous sommes du reste fiers, qui est partie aussi de notre ADN, qui fait que nous finançons effectivement l'accès aux soins universels, la retraite par répartition, c'est-à-dire payée par ceux qui travaillent, on le finance sur le travail. C'est le travail qui finance l'État-providence français. Je rappelle que sur 1500 milliards que nous engrangeons, on engrange de revenus de toutes sortes, les impôts, la TVA, etc., il y en a à peu près 900 milliards qui sont consacrés au financement de notre État-providence. Et ça, on peut plus le payer. On peut plus le payer parce que, comme le dit Arnaud Montebourg, et je rebondis dessus, il y a moins d'actifs au travail. Donc ce modèle-là, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par l'année dernière, 170 milliards, pardon, excusez du peu, 170 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire, quand on est à 5,7%, c'est 170 milliards. Cette année, on va faire encore 5,4%. On est de nouveau 150 milliards, 160 milliards. Donc à chaque fois, c'est la dette. Donc on fait financer, au fond, par nos enfants, cet État-providence. Et ça devient, évidemment, intenable. Pour que nos téléspectateurs aient bien les ordres de grandeur, quand on parle de 170 milliards de déficit, de trous à combler, c'est 2 fois l'intégralité de l'impôt sur les revenus des Français. Vous vous rendez compte le montant ? Donc c'est pas en augmentant les impôts qu'on va régler le problème. Et c'est ça, ce que je veux dire, c'est que quand on fait des compromis, des renoncements, comme on les a fait, pour avoir un petit peu de stabilité, très bien, on a la stabilité, mais au prix de quoi ? Au prix de ne pas avoir expliqué suffisamment à nos compatriotes ce qui se passe. Et au fond, quand on laisse l'Assemblée travailler ensemble, ok, elle finit par trouver un petit chemin, mais ce chemin, c'est un chemin dont elle ne peut absolument pas se donner les moyens de casser la barre des 5%, c'est-à-dire 150 milliards de déficit. On voit bien qu'il faut changer de méthode. Arnaud Montebourg, je vous ai entendu notamment au salon du Made in France. Oui. Vous faites, le lien avec notre modèle social, entre notre endettement et le modèle social, mais surtout le lien avec le déficit de la balance commerciale. Est-ce que le premier des renoncements, ce n'est pas tout simplement d'avoir renoncé à toute forme de souveraineté industrielle et économique ? Nous partageons avec les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont dans cette situation, le triste privilège d'avoir des déficits jumeaux. C'est-à-dire que vous avez des déficits publics, des finances publiques, et des déficits commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, on fait 50 milliards de chèques aux Chinois chaque année. Avant, il y a 20 ans, c'était 30. Maintenant, c'est 50. Je ne parle pas à l'Allemagne, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous importons beaucoup de ce que nous consommons, au lieu de le produire nous-mêmes. Et donc, nous ne fabriquons pas suffisamment d'activités pour financer, notre train de vie, tout simplement. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez d'activité économique. C'est ça l'absence du taux d'emploi. Quand je disais tout à l'heure, on n'a pas de gens assez au travail, on n'a plus assez d'usines. Les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Les activités de service, regardez le retail, enfin le commerce de détail s'effondre. Vous voyez bien que nous sommes une économie qui est en train de descendre depuis maintenant 20 ans. Et donc, quand je dis 20, c'est une vieille histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire, même si Thierry Breton fait un essai tout à fait remarquable sur le sujet et intéressant, et une contribution au débat, que je salue. Donc notre sujet, c'est comment remonte l'activité économique. En gros, on rééquilibre la balance commerciale. Alors, prenons les chiffres. Qu'est-ce qu'il faut, comme l'a fait Thierry Breton sur les questions financières, prenons sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire pour rééquilibrer la balance commerciale et finalement payer notre État-providence ? Sans douleur, en quelque sorte, sans effort, puisqu'on ne veut pas faire d'efforts. Si on ne fait pas d'efforts sur les finances publiques, les impôts ou la restriction des dépenses, il faut donc qu'on se remette au travail. Donc comment on va faire ? Il faut qu'on relocalise sur le territoire national 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça correspond à 30 milliards d'investissements chaque année en plus. Et l'industrie, elle investit à peu près 80-90 milliards par an. Naturellement, investissement, productivité, de capacité. Il faut rajouter 30 milliards. Il faudrait qu'on crée à peu près 1000 usines, c'est-à-dire 10 par département par an. En gros, vous voyez ce que ça représente quand même en termes de volume. Vous voyez ce que ça veut dire en volume, ce que ça signifie. Et il faut qu'il y ait 1 million d'emplois en plus. Parce qu'un million d'emplois, alors industriels et de services autour, mêlés. Et il faut trouver 20 000 hectares pour installer tout ça. Et il faut une compétitivité pour reprendre les parts de marché qu'on a perdues. Alors, dans l'agriculture, l'industrie, c'est-à-dire l'économie réelle. C'est un travail qui va prendre 10-15 ans. Si on décide de le faire,
Et ça, c'est un projet de société. Ça veut dire que si on décide de se mobiliser, ça ne viendra pas par décret du gouvernement seul, même si son impulsion est nécessaire. Ça ne viendra pas seulement des entrepreneurs. Moi, j'en suis un, j'ai créé quelques entreprises, on a des résultats, ils sont très modestes, mais ils sont concrets. Il y a beaucoup d'entreprises, les patrons, les salariés, dans leurs entreprises, ils ont des tas de projets. Ils ne sont pas financés, ils ne trouvent pas de banque, il n'y a pas de fonds, ils ont les taxes, les normes. On voit bien que la société n'est pas alignée autour de ce projet. Mais c'est le projet par lequel, en dehors de déjà faire les efforts de rigueur nécessaires, on ne peut pas rester comme ça dans cet état. De toute façon, la facture arrive, donc il faudra l'ajustement. Il va falloir mobiliser la société autour d'un projet collectif de reconstruction de notre économie. Et alors pour se donner du temps, parce qu'au fond, l'État, qui est un agent économique, il y a une chose qui fait bien ou qui doit faire et une chose qui ne doit pas faire. L'État ne doit pas se substituer, en tout cas c'est ma conviction, aux entreprises pour gérer pour les entreprises. En revanche, l'État est un agent économique qui peut donner du temps là où la dynamique économique, la dynamique des marchés ne peut pas donner ce temps. Et il faut que l'État retrouve cette capacité. Et pour ça, il faut qu'on retrouve également la crédibilité et de la parole et de l'exemplarité, et également redonner, parce que derrière tout ça, c'est la confiance. Aujourd'hui, on n'a plus confiance en l'État, parce que l'État ne tient plus sa parole. Je ne parle pas de nos créanciers. Nos créanciers, ils ont déjà mis un prix au fait qu'on ne tient plus la parole. Aujourd'hui, nous sommes le pays d'Europe où pour emprunter à 10 ans, on paye le plus cher de tous. Et pourquoi ? Parce que précisément, l'État ne tient pas la parole. Donc la première chose à faire, pour qu'on se redonne le temps, y compris de proposer le projet auquel je souscris, que Arnaud Montebourg vient de décrire, il faut qu'on redonne la capacité, je dirais, d'avoir une parole publique qui porte, qu'on remette de l'ordre dans le pays. Et la première chose, c'est de remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, et quand on vient de voir ce qui se passe dans cette espèce de brouhaha absolu, qui fait que les Français se désintéressent encore plus de la politique, je parle de ce qui se passe à l'Assemblée sous nos yeux en ce moment, eh bien, les Allemands, ils ont réglé le problème, y compris pour bâtir des coalitions en donnant des lignes directives. Ils se sont dit que pour éviter précisément que ça parte dans tous les sens, eh bien on va s'imposer la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi ? C'est que désormais, on peut faire ce qu'on veut dans un budget, un peu plus d'impôts, un peu plus de dépenses sociales, ce qu'on veut, ça c'est évidemment les choix politiques, mais on est contraint dans un tunnel. Et ce tunnel, il fait qu'on ne peut pas proposer un budget tous les ans qui est en dessous pratiquement, qui est à l'équilibre. En fait, c'est moins 0,3, mais qui est à l'équilibre. Il s'impose ça. Et s'imposant ça, derrière, il y a la marge. Il y a la marge, évidemment, et il y a les choix politiques. Et bien, d'un seul coup, la parole et la crédibilité est là, parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, la trajectoire sera tenue. Alors, sur le long terme, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, et puis aussi du fait qu'il n'y a plus de discipline possible, on le voit aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous permettrait de redonner la parole de l'État là au niveau qu'elle doit être, permettrait d'avoir des taux d'intérêt qui baisseraient tout de suite parce que les créanciers qui sont nombreux, pardon, mais quand on a 3 400 milliards d'euros de dette et qu'on est le premier émetteur de dette en euros du monde, évidemment, si on fait baisser la différentielle, parce qu'avec l'Allemagne, ça va donner des marges de manœuvre immédiatement. Et puis, évidemment, derrière, c'est quoi la logique ? C'est évidemment de proposer un schéma comme ça, peut-être mixte, effectivement, une vision à moyen terme, les moyens pour y parvenir. Ça ne peut être fait qu'à l'occasion d'un débat présidentiel, évidemment, c'est le seul moment où on peut le faire, et vraisemblablement, soit avec le Congrès mobilisé, soit avec un référendum. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la démonstration de ce que nous vivons nous impose à penser que désormais, je ne vois pas comment on pourra retrouver la crédibilité si on ne passe pas par un cheminement de cette nature. Alors, juste de manière courte sur la règle d'or, un petit point technique. Si on a une crise du Covid ou si on a une crise financière... Tout est prévu, on peut le faire, évidemment. On peut déroger à cette règle, parce que c'est quand même contraignant. L'Allemagne est sortie de sa règle d'or, évidemment, pendant la règle d'or. Tout ça est bien entendu prévu. Encore une fois... Même l'Union européenne a suspendu... Mais bien entendu, à chaque fois. Tout ça est évidemment prévu. Non, mais tout ça est évidemment prévu et documenté. Je veux dire qu'on a maintenant l'exemple... Alors, encore une fois, il ne s'agit
pas de suivre l'Allemagne. Moi, lorsque je quitte Bercy, l'Allemagne était à 67% d'endettement. Arnaud Montebourg s'en souvient. La France, on l'avait réduite à 63%. À 62, on était dans les clous de Maastricht. L'Allemagne ne l'était pas. C'était pas au siècle dernier. Donc on peut faire, si vous voulez. Mais aujourd'hui... En 2005, on avait une balance équilibrée. Hein. Il y a 20 ans, ça roulait. Hein. On sait le faire, mais aujourd'hui, si on ne se donne pas les moyens, pour nous, bien entendu, et encore une fois, sans obérer à chaque parti politique les choix qu'il voudra conduire, mais dans un cheminement qui est désormais cadré. Et si on ne se donne pas cette discipline, je crains que tous les ans, désormais, on assiste au psychodrame invraisemblable auquel nous assistons. Et je le dis, qui détourne nos concitoyens de la politique et qui fait évidemment le lit de quoi ? On le sait, de ceux qui ne sont pas dans ce jeu-là. Je parle évidemment des extrêmes. Alors évidemment, ça correspond à un choix politique. Personnellement, ce n'est pas le mien. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Arnaud Montebourg, parce que ce que disait Arnaud Montebourg, c'est qu'on avait, plutôt qu'un problème de renoncement, peut-être fait les mauvais choix de société ou les mauvais choix économiques à un moment donné, notamment en privilégiant un modèle fondé sur la consommation et les importations. Les usines qui sont parties en Chine, fondées sur une vision peut-être naïve du libre-échange. Vous avez été commissaire européen. Est-ce que l'Union européenne, sur ce plan-là, n'est pas aussi sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui ? Vous avez parfaitement raison au niveau européen. Je peux en porter témoignage. Et je vais même vous le dire de façon assez directe. Lorsque les Britanniques ont rejoint le projet de l'Union européenne, ils sont venus avec cette doctrine, et j'allais dire cette idéologie. Ça vient de là. Il ne faut pas se tromper. Lorsque j'arrive moi-même à Bruxelles, en tant que commissaire en charge de l'industrie, du numérique, de la défense, de l'espace, etc., j'avais interdiction de parler d'industrie et encore surtout de programme industriel, de logique industrielle. Non, pas du tout. On n'est que consumériste. Voilà, on a réussi à inverser les choses, on commence à les inverser. Mais ça prend du temps. Je voudrais revenir un point sur la France. Il ne faut jamais oublier que la désindustrialisation, et je le redis encore parce je ne porte pas de jugement, et j'essaie vraiment dans mon livre de ne pas être critique, je ne veux être vraiment de démontrer, je prends une dizaine d'exemples où la France a renoncé, j'essaie de démonter les mécanismes du renoncement pour que précisément on apprenne d'abord ce que ça nous a légué, et puis on apprenne aussi, dans la situation où nous sommes, comment on s'en sort, comment on rebondit, parce que la France rebondit toujours. Mais il faut quand même bien se rappeler qu'on a vécu quand même les vagues de nationalisation donc, en 1983, qui a été un choc terrible pour le management, pour les équipes qui étaient en place. Donc tout le monde est renvoyé. Et puis ensuite, 3 ans plus tard, privatisation, et de nouveau on renvoie tout le monde, et à ce moment-là on met les noyaux durs. Et à ce moment-là, on va rentrer d'une logique qui était une logique industrielle, qui a été quand même désarticulée, parce qu'on a quasiment changé, bouleversé toutes les logiques managériales et ce qui va avec dans la plus grande partie de toutes nos grandes entreprises industrielles françaises, mais aussi financières. Derrière, on change tout le monde. Derrière, on va rentrer dans une logique financière. Et c'est cette espèce de va-et-vient, où du reste, on voit que c'est une couche on a perdu beaucoup d'argent, et l'État, qui est un mauvais gestionnaire, a beaucoup perdu d'argent. Ça se trouve dans la dette. Mais surtout, derrière, on est passé d'une logique industrielle, et Arnaud Montebourg, je pense, ne va pas me démentir, à une logique, hélas, parce qu'on a changé, je dirais, les noyaux capitalistes de notre industrie, notre tissu industriel, à une logique financière. Et on le paye aujourd'hui. Souvenez-vous, les entreprises sans usine. Souvenez-vous, les délocalisations massives, parce qu'on avait une belle offre sur l'ensemble de nos fleurons industriels. Donc on paye tout ça. Vous voyez, une erreur comme ça, il faut peut-être qu'on en parle aussi, non pas encore une fois pour jeter l'anathème, parce qu'il y a du plus et du moins pour tout le monde, y compris pour tous nos chefs d'État qui ont conduit la France là où elle est aujourd'hui. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur un tel ou sur un tel, mais de voir les erreurs que nous avons commises pour ne plus les reprendre et les recommencer. Et on en arrive effectivement à une solution telle qu'Arnaud Montebourg vient de le dire. 10 usines par département, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais il faut donner du temps, il faut l'énergie, et il faut vraiment en faire un projet politique pour corriger ce qui désormais fait partie, hélas, de la France telle qu'elle est, et quelque part aussi de notre ADN. C'est clair. Il faudrait qu'on en parle de ça un jour, avec un peu plus de travail sur analytique en clair. Il y a eu une prise de pouvoir à un moment des banquiers d'affaires, des fonds d'investissement, bref, tout cet écosystème de la financiarisation de l'économie, ce n'est pas tout à fait le cas en Allemagne, en Italie, par exemple. Ils n'ont pas connu ces vagues, ils n'ont pas connu cette nationalisation, privatisation. C'est vrai, et c'est passé par la haute administration
et tous ces énarques qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvé avec tous nos fleurons vendus, selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Ah, on découpe. Alors, ils ont découpé en rondelles. Alors, ça a commencé avec la CGE. À la CGE, il y a eu Alcatel d'un côté, Alstom. Alcatel, ça a été Turuk qui a dit « La France sans usine, très bien, il a gagné, puisque Alcatel n'existe plus. » Et donc, il n'y a plus d'usine. Voilà, ça c'est ni usine, ni entreprise, ni même recherche, ni rien. Alstom, j'ai suffisamment donné. Et ça s'est terminé avec une explosion politique à la fin et mon départ sur la vente par François Hollande, son secrétaire général adjoint, qui était M. Macron, aux Américains, de la branche énergétique. Tout ça pour 10 ans plus tard le racheter, piteusement, beaucoup plus cher qu'on ne l'avait vendu. Ce qui montre bien qu'il y a un défaut stratégique. Mais ça, c'était toujours les banquiers d'affaires. Hein, on découpe, on vend, et puis on prend des coms au passage. Hein, voilà, parce que c'est quand même ça l'histoire. Donc sociologiquement, il y a un sujet par rapport à notre élite. Cette élite-là ne nous a pas servi. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils ont des banques qui sont sous les entreprises. Chez nous, les banques, elles sont sur les entreprises. C'est elle qui dit, c'est une sorte de monopole, une sorte de cartel bancaire de 5. Et c'est elle qui décide. Dans l'Allemagne ou l'Italie, ce sont des Länder, et le système bancaire, il est décentralisé. Donc les banques sont locales, et les entreprises sont plus fortes que les banques. Donc les banques, elles sont au conseil d'administration des entreprises, et elles financent les entreprises. Nous, ce n'est pas le cas. C'est les fonds d'investissement, souvent américains, qui ont débarqué et qui ont commencé à faire des LBO et à couper tout ça en rondelles. Donc, on a accepté ça et accepté de financiariser ça. On était fascinés par le modèle anglo-saxon américain. Quand je dis le « on », si vous voulez, c'est tout le monde, en fait. C'est l'ambiance dans le pays. Mais il y a des pays à côté qui ont gardé leur industrie. Italie, je rappelle que ces pays ont gardé leur excédent commercial. L'Allemagne a 200 milliards d'excédent commercial, l'Italie 65 milliards quand même. Et ça, c'est structurel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé leurs entreprises familiales. Et voilà, et je vais venir rebondir là-dessus. Le Mittelstand allemand, ça sous-tend totalement l'industrie allemande. La région du nord de Turin, la région du nord de l'Italie autour de Turin. Voilà. Et nous, effectivement, vraiment je le redis, parce qu'il faut aussi qu'on en tire les leçons. On est le seul pays, on était un formidable pays industriel. On a toujours cette capacité d'innovation, elle est en nous, c'est dans nos germes, c'est dans notre ADN. On a cette capacité de recherche, on a cette capacité de trouver, on a des chercheurs absolument exceptionnels. Mais il faut dire les choses comme elles sont. On a été les seuls. Vous savez, tout se paye dans la vie. Et encore une fois, il faut en tirer les leçons. On a été les seuls à passer par cette vague de nationalisation qui a été invraisemblable. Puis ensuite, privatisation très brutale et qui nous conduit à ça. Et la leçon, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon ? Il faut en tirer comme leçon que ceux qui nous avons cru être notre ADN, vous savez, cette fameuse troisième voie, on nous dit c'est une troisième voie à la française. Ça nous conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Tirons-en les leçons. Et repartons de l'avant. Mais je suis convaincu, c'est l'objet de mon livre, qu'on en tirera d'autant mieux les leçons qu'on aura vu qu'à côté des grandes heures de notre pays, et Dieu sait qu'il y en a, on les apprend heureusement, fort heureusement à l'école, ça fonde du reste le socle de nos valeurs communes. C'est évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien entendu le Code civil, bien entendu l'Union sacrée de Clémenceau en 1914, bien entendu le général de Gaulle. On a besoin de nouveau de retrouver un État dont la parole porte. De manière courte, parce qu'après on va passer notamment à Donald Trump et au regard qu'il porte plus largement au-delà de la France sur l'Europe, mais vous avez été d'accord tous les deux pour dénoncer la financiarisation de l'économie. Thierry Breton a attaqué un peu les nationalisations post-81. Pas attaqué, c'est un élément historique. Non, pardon, il a attaquer la nationalisation et la privatisation. Les deux. Non, mais c'est pour ça que j'allais vous demander. Merci de le dire. J'ai compris ça. Il l'a dit deux fois. Mais j'ai commencé par là. J'ai dit, vous étiez d'accord sur la financiarisation. Est-ce que vous êtes d'accord sur la nationalisation ? Qui était ministre des Finances et qui était le directeur de cabinet qui était à la base de ça. C'était M. Messier. Alors,
Sur la nationalisation, notamment celle d'Arcelor, que le gouvernement Hollande avait refusé. Alors, je ne sais pas quel était si vous étiez solidaire ou pas du gouvernement à l'époque. Là, les socialistes ont voté la nationalisation. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il fallait le faire à l'époque? Pour être tout à fait clair, j'ai proposé, à l'époque, j'étais ministre de l'Industrie, j'ai proposé la nationalisation d'une partie d'ArcelorMittal, puisque Mittal mène tous les gouvernements par le bout du nez, ferme l'Europe, part au Brésil, en Inde. Il a pourtant le numéro 1 mondial qu'il a constitué à partir d'une OPA hostile sur Arcelor, qui était le numéro 1 mondial à l'époque, quand il l'a pris de façon cavalière, inamicale. Bon, c'est le mot qu'on emploie. En tout cas, il a fait un raid sur les actifs français, belges et luxembourgeois. J'étais à l'époque ministre de l'économie et des finances. Voilà. Arnaud s'en souvient. Et donc, quand Mittal, qui a fermé Gandrange, c'était Sarkozy, les ouvriers ont mis une plaque en l'honneur de Sarkozy, sigille les promesses de Sarkozy. Ils ont amené Hollande sur la camionnette des syndicalistes, qui a dit « Je suis avec vous, on ne fermera jamais ». Évidemment, il arrive au pouvoir 3 mois plus tard, et il dit « Arnaud, c'est pour toi, tu t'occupes de Florange cette fois. C'est plus Gandrange, c'est Florange ». Je dis « Je vais appliquer le discours de la camionnette, on va fermer ». Mais les gens d'Arcelor ont dit « Monsieur Montebourg, on ferme. Les promesses concernent les hommes politiques. Moi, je ne suis pas comptable de vos promesses devant les ouvriers de Florange, donc moi, je ferme ». Je dis « Très bien, on va nationaliser ». Donc j'ai proposé ça, et là, il n'y avait plus personne. Ils ont dit, et à l'époque, le futur président de la République qui m'a succédé à Bercy, finalement, après mon départ, a dit « Une nationalisation, c'est Cuba sans le soleil ». Bon, c'est une appréciation que je ne partageais pas à l'époque. Il avait beaucoup d'humour, mais moi je riais pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la situation de l'acier, nous sommes en train de nous faire plier sur toutes les industries de base qui servent à l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, la défense. Si vous voulez avoir une industrie prospère ou subsistante, on n'en est même plus à la prospérité dans ces grands secteurs-là, qui sont les secteurs de la souveraineté, vous êtes obligé d'avoir de l'industrie de la chimie. Tout ça est en train de partir et d'être détruit. Les Allemands sont en train de vendre ThyssenKrupp, et nous, on est en train de laisser Arcelor fermer. Donc il faut une stratégie de substitution. Donc premièrement, des mesures de protection très fortes. Il en est annoncé contre les importations sous forme de dumping de l'acier chinois. Donc il nous faudrait en quelque sorte une sorte de CK du nouveau siècle qui assure la sécurité industrielle et climatique de l'Europe. Sinon, nous allons finir en liquette. Quand je dis en liquette, et peut-être pire, pardonnez-moi cette expression un peu familière et j'allais dire de mon pays, qu'on utilise dans la cour. Dire à poil. Mais... en liquette, c'est pas tout à fait à poil, mais pas loin. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on est obligé maintenant de prendre des mesures de puissance publique. Dans les mesures de puissance publique, il y a le protectionnisme et la prise de contrôle des actifs quand le marché n'est plus capable d'assurer la sécurité de l'approvisionnement d'une industrie. Rebondir Donc je ne suis pas un nationalisateur, mais je suis favorable, quand c'est nécessaire, à la nationalisation transitoire, par exemple. Pourquoi ? Parce que si vous avez un repreneur qui est capable, parce que l'administration ne sait pas gérer de haut four d'eau, mais si vous avez quelqu'un qui dit « moi je sais gagner de l'argent avec et reprendre l'actif », eh bien il faut le faire. Donc moi je suis pour ça. Alors ma conclusion, pardonnez-moi cher Thierry Breton, ma conclusion, il faut sortir Mittal, trouver un opérateur de substitution, nationaliser ArcelorMittal et repartir avec la sécurisation derrière les mesures de protection que l'Union européenne a trop tardé à prendre. Thierry. Alors, donc, je crois que vous avez compris que la nationalisation, c'était pas vraiment mon cheval de bataille. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à poil ? Est-ce que la nationalisation temporaire, c'est pas... Vous l'avez compris. Temporaire. Et vous l'avez compris parce que l'État, généralement, et je le répète, il y a un seul cas où l'État peut jouer ce rôle. J'ai apprécié du reste que Arnaud Montebourg utilise le qualificatif dans lequel ça me semble être le seul moment où éventuellement on peut passer par cette période transitoire. Le problème,
c'est que compte tenu de tout notre atavisme, quand on dit nationalisation, on a des forces vives, et des forces sociales également qui disent « formidable, ça revient dans le giron de l'État, on va y rester à l'abri ». Non, je le redis de façon très claire. L'État est un agent économique qui, dans des cas particuliers, peut éventuellement redonner un peu de temps, parce que l'État est le seul agent économique qui peut redonner du temps. Mais par rapport à quoi? Il faut tout de suite avoir, évidemment, une vision d'ensemble, un projet global. Et le projet global de l'acier, évidemment, il ne peut se comprendre qu'au niveau européen. Et évidemment, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués, Arnaud Montebourg vient de le dire, et en particulier par la Chine. On le sait massivement. On est attaqué aussi parce que les États-Unis viennent de mettre des droits de douane protectionnistes. Je rappelle qu'on est à 50% aujourd'hui sur acier et aluminium pour exporter vers les États-Unis. Donc si ce n'est pas des barrières protectionnistes, je ne sais pas ce que c'est. Donc encore une fois, l'Union européenne, et vous avez raison, elle a sans doute tardé. Car je rappelle que nous avons décidé à 27 que pour tout ce qui concerne les droits de douane, y compris ceux qui nous protègent, donc en particulier ceux qui nous protègent, eh bien, c'est à la main de la Commission européenne, elle a reçu délégation des 27, parce que nous sommes plus forts à 27, que de proposer précisément des solutions, mais rapidement, en fonction de ce que l'on voit sur le terrain. Et là, il faut évidemment le faire rapidement. Il faut effectivement le faire de façon suffisamment forte pour que ce soit dissuasif, parce qu'effectivement derrière, on a des situations de dumping, on a des situations de surcapacité, qui fait qu'aujourd'hui, dans ce secteur comme dans d'autres, la Chine qui est en surproduction et surcapacité va déferler donc ces produits sur le territoire européen, parce que nous sommes encore un territoire qui est riche, qui a 40 000 milliards d'épargne, qui est l'un des endroits de la planète où il y a le plus d'épargne concentrée, donc tout le monde veut y venir. Donc oui, éventuellement, pour donner du temps de façon très ciblée, précise à ArcelorMittal, mais dans le cadre d'un projet, et en essayant de voir, peut-être avant même de proposer cette situation, s'il y a effectivement des repreneurs qui pourraient être intéressés. Ah, j'en connais un. Très bien. J'en ai un. On ne va pas en parler ici parce qu'on ne va pas faire de publicité. Et de bonne taille et de bonne facture. C'est pas lieu, mais je vous dis que ça existe. C'est pas Arnaud Montebourg et associés. Ah, pas du tout. Non. Moi, je ne sais pas gérer les hauts fourneaux. Non, mais quand on sait gérer les abeilles... moi, je suis agriculteur. Vous nous direz quel est votre preneur, du coup, dans une autre occasion, avec plaisir. C'est à lui de le dire. Avec plaisir, mais c'est pour dire qu'il y a de l'appétit, hein. Et donc, on n'est pas comme ça, pieds et poignets, à Mittal et c'est Freuden. Alors je rappelle aussi que j'étais ministre lorsque le raid, puisque c'est comme ça qu'il l'a qualifié, donc l'attaque inamicale donc, sur Arcelor a eu lieu, donc, et que l'État... Donc à ce moment-là, qui n'était pas actionnaire et qui n'avait pas voix au chapitre, directement avait voix au chapitre en tant que partie prenante, stakeholder comme on dit, et j'avais effectivement, après moult discussions, j'avais du reste dans les travées un certain Arnaud Montebourg, avocat de profession, qui était un bon orateur et qui n'oubliait pas à chaque séance de rappeler au ministre que j'étais qu'il serait bon peut-être que l'État prenne ses responsabilités pour lutter contre cette agression. Je n'avais pas les moyens évidemment, il le savait aussi, c'était le jeu politique. Il n'en demeure pas moins que j'avais réussi à obtenir de la part de Mittal des engagements extrêmement fermes, vous vous en souvenez, Arnaud Montebourg, donc sur le maintien des sites stratégiques, sur le maintien de l'emploi, etc. Ce serait peut-être pas inintéressant de rappeler effectivement ces engagements. Une petite précision. On n'avait pas prévu de faire le débat sur Arcelor, mais en un mot. C'est vous qui avez posé la question. C'est vrai, c'est votre faute. C'est assez passionnant. Mais une petite précision, c'est que quand j'ai proposé la nationalisation, tout le monde était d'accord. La gauche, bien sûr, le gouvernement, la majorité parlementaire, et puis l'opposition. J'ai eu des prises de position publiques de M. Baroin, M. Guénaud, M. Breton, qui ont dit c'est une bonne idée. Mais j'ai rajouté temporaire. Hein. Mais oui, mais voilà. C'était bien transitoire. Le cas. Et donc c'est pour, je rends cet hommage à Thierry Breton, c'est qu'il y avait un consensus républicain sur ce sujet. Il y a eu aussi Mme Le Pen et M. Mélenchon. Donc tout le monde était d'accord. Il n'y a que deux personnes qui n'étaient pas d'accord
celui qu'il avait proposé sur la camionnette, M. Hollande, qui toute honte but a abandonné, et son Premier ministre qui pourtant avait signé la pétition pour la nationalisation. Prenons cet hommage aux Chiraciens et passons au sujet suivant. Eh bien oui, on va passer à Donald Trump, du coup, qui n'est pas spécialement chiracien, mais ce sera sans transition. Donald Trump et sa stratégie de sécurité, de défense, de sécurité de défense américaine, qui est très commentée, notamment par vous, Thierry Breton. Vous avez expliqué que les États-Unis désiraient vassaliser l'Europe. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est nouveau de la part des États-Unis, d'une part, et d'autre part, moi j'ai lu effectivement ce qui concerne l'Europe, j'y vois aussi un constat implacable sur le déclin économique, sur l'effacement culturel. Alors l'effacement culturel, on n'en a pas parlé, mais le déclin économique, vous avez dit à peu près la même chose pendant la première partie de cette émission. Donc est-ce que c'est une vassalisation ou c'est juste une forme de lucidité sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui ? Vous savez, quand on est... parce que l'Europe est attaquée, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et quand on lit effectivement ce document, d'abord ça m'a tout de suite rappelé les propos de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qu'il a tenu, on s'en souvient, au début de cette année à la Munich Security Conference, à Munich, dans lesquels il a tenu des propos absolument qui ont sidéré son auditoire sur la façon dont il voyait l'Europe. On se souvient du reste qu'il a été extraordinairement dur, peut-être souvent caricatural également sur ce que nous sommes, nous, Européens. Et on se souvient qu'il a refusé du reste à l'issue de ce discours de rencontrer le chancelier en exercice, il s'agissait à l'époque d'Olaf Scholz, pour aller voir Madame Alice Weidel, qui est la patronne de l'AfD. Cet épisode, eh bien pour moi, il se retraduit maintenant, c'était un épisode porté par, c'était pas rien, c'est le vice-président des États-Unis, c'était porté par lui-même, il est maintenant traduit comme doctrine pour les 3 prochaines années, donc dans ce document, et donc il fait jurisprudence, il est écrit noir sur blanc. Vous parlez de finalement rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, l'histoire nous apprend aussi que quand on écrit de façon très claire ce qu'on va attendre de son vassal, de son comportement, et ce qu'on va faire pour qu'il se vassalise encore plus, souvent un certain nombre, je ne porte pas de jugement sur ce que vous venez de dire, hein, M. Devecchio, ne prenez pas ça mal. Mais l'histoire nous apprend que certains vont dire « Non mais d'accord, mais il y a quand même quelques petits éléments qui sont assez bons. Au fond, en 1938, bon, c'est vrai, quand Chamberlain et Daladier vont à Munich, c'est vrai que c'était une capitulation, mais il y avait quand même quelques petits éléments bons, un peu bons quand même. Bon, les Sudètes, d'accord, mais finalement, il y avait la paix derrière. Je nous mets en garde sur ce type de comportement. Ayons la lucidité de lire vraiment ce document pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'abord que, oui, l'Europe, aujourd'hui, le poids économique de l'Europe dans le monde est passé de 25% en 1990, quand on prenait le PIB du monde, à 14%. Alors ça, c'est en dollars constants. Il oublie de dire une chose, c'est que la plupart des économistes mesurent en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire vraiment pour voir la puissance économique. Ça, c'est l'espace financier. Ça, c'est incontestable. On prend la part de gâteau et on coupe les parts. C'est plus petit en voyant l'aspect financier du PIB. Maintenant, en parité de pouvoir d'achat, on a l'Europe et les États-Unis qui étaient à 25% tous les deux, et l'Europe et les États-Unis sont tous les deux à 14% aujourd'hui. On est pareil. En revanche, la Chine était à 2% en 1990, elle est à 18%. Vous êtes d'accord avec Donald Trump là-dessus ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je dis que les États-Unis ont baissé autant que l'Europe en parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'en termes de puissance industrielle et économique, on a baissé pareil. Et en revanche, ce qui s'est passé... Taux de fécondité chute la même. C'est un nouvel entrant, voilà, qui est la Chine aujourd'hui, et qui est passé devant tout le monde. Alors ça, il oublie de le dire. Deuxième point, il dit que précisément l'Europe a perdu son âme, etc. On voit qu'il tient le discours, évidemment, qui est un discours... Alors, il y a des problèmes, évidemment, sur notre territoire. Personne ne les nie. Il y a des problèmes, évidemment, identitaires. Personne ne les nie. Il y a des problèmes sur le territoire. Mais il va en faire vraiment son drapeau, son étendard, et il va justifier ensuite de cela pour dire que finalement, l'Europe doit changer radicalement de méthode de fonctionnement. Il va appeler finalement à la désintégration de l'ensemble de l'architecture que nous avons construit ensemble pour être plus forts ensemble. Les 450 millions, c'est évidemment ce que nous avons bâti depuis 70 ans. C'est imparfait, ça doit évoluer, mais ça nous donne évidemment beaucoup plus de force parce que nous sommes entourés aujourd'hui de géographies qui ont des comportements impériaux.
Il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez, ce sont des empires, pour certains, qui sont des empires déclinants. La Russie est un très grand empire, mais il est déclinant. La Turquie est un très grand empire, il est déclinant. Les États-Unis ont aussi une velléité d'empire, et en particulier entre 1896 et 1906, y compris ensuite entre les deux guerres, lorsqu'on a toute une partie, celle qui fonde aujourd'hui, je dirais, le peuple, je mets des guillemets, MAGA, qui vraiment, voilà, il y avait le Ku Klux Klan, il y avait effectivement à l'époque un certain nombre de liens entre le fascisme naissant en Allemagne, je le dis parce que c'est historique, et également une partie de cette population américaine suprématiste. Elle est là, elle est toujours là. C'est ça aussi les États-Unis, je le connais bien, j'ai vécu pendant 25 ans, j'aime ce pays. C'est parce que je l'aime que je l'ai aussi étudié. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il met en avant. Est-ce que c'est notre projet à nous, Européens ? Peut-être à certains, mais pas globalement. Je ne le crois pas personnellement. Et c'est certainement pas de se faire dicter. Et c'est là où il y a un côté un peu humiliant, de se faire dicter la façon dont il faut penser, la façon dont il faut détruire nos institutions. Et ce faisant, il se place en quoi ? Il se place en ennemi de nos institutions européennes. Je ne dis pas du tout en ennemi des pays qui le composent, pas du tout. Du reste, il fait certaines déclarations très amicales, voire affectueuses. Je pense en particulier à la Hongrie ou à d'autres. Donc il continue à dire qu'il a des relations fortes État par État. Mais on sait que si c'est État par État, ça veut dire que l'Europe va évidemment s'affaiblir. Et en ce sens, il rejoint qui ? Mais il rejoint tout simplement le narratif exactement le même de Vladimir Poutine, qui ne veut pas avoir une Europe trop forte à ses portes, et qui plaide pour évidemment avoir une Europe divisée, la fameuse Europe des nations. Une Europe des nations, ça veut dire une France à 63 millions d'habitants, ou 67 millions d'habitants, pardon, dans une planète de 9 milliards. Ça veut dire une Hongrie à 11 millions d'habitants. Ça veut dire une Allemagne à 83 millions d'habitants. Mais pardon de le dire, on ne pèse plus au niveau de la planète. Et donc on sait comment ça va se terminer. Ça se terminera par, effectivement, une vassalisation accrue, qui se traduit par quoi ? Lorsqu'on vient vous mettre des droits de douane, on vous dit c'est 15% prix d'amis, c'est plus élevé par parenthèse que le Canada, que le Mexique, que la Grande-Bretagne, et on dit pour vous faire ce prix d'amis, vous, l'Europe, il faudra quand même que vous nous achetiez pour 250 milliards de dollars d'hydrocarbures par an, et qu'en plus, l'épargne des Européens, c'est plus pour les Européens, c'est pour nous, Américains. Il faut que vous en exportiez tous les ans, 300 milliards plus 200 milliards, ça fait 500 milliards. Et cette épargne, on en a besoin pour le projet dont parlait tout à l'heure Arnaud Montebourg. On en a besoin pour notre propre défense, pour accroître nos industries de défense. On en a besoin pour l'innovation, pour l'intelligence artificielle. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il vient de dire, c'est 15% de droits de douane, et c'est 500 milliards d'épargne par an qui vont financer l'innovation et l'économie américaine. Eh bien, c'est ce que j'appelle, monsieur, la vassalisation en marche. Alors, on peut tout simplement dire, finalement, il y a des choses bien. Moi, vous voyez, je ne suis pas de ces gens-là. Moi, je me bats, et je me suis battu toute ma vie, pour avoir une Europe qui soit autonome. Ce n'est pas un projet hégémonique, ce n'est pas un projet guerrier, c'est un projet qui est notre projet pour exister, basé sur un état de droit, sur la multiplication, la pluralité de nos cultures. C'est ça notre projet européen, certainement pas pour nous faire vassaliser. Donc voilà, je comprends que ce texte ait heurté un certain nombre de nos concitoyens européens. Il n'en demeure pas moins que j'aime les États-Unis, j'aime ce pays, je le connais bien, j'ai essayé de vous le démontrer, intimement, y compris avec ses forces et ses faiblesses, mais que j'estime aujourd'hui que nous n'avons pas à recevoir des leçons, et encore moins à vivre l'ingérence sur notre territoire. Il faut au moins le dire et respecter ça. Vous parlez de volonté de désintégrer les institutions européennes. C'est écrit noir sur blanc. En tout cas, il y en a un qui n'a plus de rôle politique, mais qui l'écrit noir sur blanc. Je crois qu'on va voir son tweet, c'est Elon Musk. Est-ce qu'on a le tweet d'Elon Musk ? L'UE devrait être abolie et la souveraineté rendue aux États membres afin que les gouvernements puissent mieux représenter leurs citoyens. En un tweet, il dit effectivement ce que je viens de dire, qui est encore une fois la philosophie MAGA. Donc voyez-vous, on a aujourd'hui, et du reste, pour trouver de la résonance, ça c'est l'idéologie MAGA. Il va s'appuyer sur quoi ? Il va pousser sur qui ? Y compris peut-être avec son réseau social et ses algorithmes. Il va s'appuyer sur ceux qui sont proches de cette philosophie.
Ce sont évidemment, alors on peut les qualifier comme on veut, on voit que ce sont plutôt les partis qui sont à l'extrême droite de l'échiquier, et il va essayer précisément de leur dire, qu'est-ce qu'il dit au fond ? Vous voulez toujours avoir, vous êtes contre le fait qu'il y ait 2 drapeaux par pays. Parce que tous les pays aujourd'hui, vous le savez, on a le drapeau national et on a le drapeau européen. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit avec ça ? Mettez à bas le drapeau européen et remplacez-le par quoi ? Par le drapeau américain. C'est ça les patriotes ? C'est ça le patriotisme qu'ils demandent ? C'est ça ce que je lis moi. Il nous reste 4 minutes, donc on va faire réagir Arnaud Montebourg. On peut très très bien vous rejoindre sur le fait que c'est absolument pas à Elon Musk ou à Donald Trump de nous expliquer quel doit être notre destin. Mais si on oublie Elon Musk et qu'on lit juste la phrase, on peut quand même discuter en démocratie de quelle est la meilleure organisation pour l'Europe. Est-ce que nous serions vraiment plus faibles avec une Europe des nations, fondée sur des souverainetés nationales, qu'avec une Europe supranationale, avec des commissaires européens ? C'est une question que je suppose vous êtes, en mettant de côté Elon Musk et Donald Trump, que vous êtes posée. Vous êtes plutôt dans le camp souverainiste, Arnaud Montebourg. Oui, c'est vrai. Je considère, si vous voulez, que l'Union européenne ne doit pas être abolie. Elle doit être transformée en profondeur. Cette Europe-là ne marche pas. Elle ne marche pas parce que nous sommes vassalisés. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai des souvenirs, et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe dans le cloud, dans l'informatique, dans les logiciels, dans la recherche en ligne, les réseaux sociaux, l'IA, les semi-conducteurs. On est dominé. Et qu'ont fait les commissaires européens successifs ? Ils ont laissé faire. Pourtant, l'abus de position dominante est réprimé. Pas tous, monsieur Montebourg. En tout cas, j'ai un souvenir. J'en connais un. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais le résultat global, c'est que nous sommes comme ça. C'est vrai, j'ai démissionné de prix. Vous avez raison. Cher ami, nous sommes comme ça. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Donc, qui a produit ce résultat-là ? Le système européen. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis pour la liberté et la souveraineté. Donc, confier les clés de notre futur à ce système-là, je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'il faut l'abolir. Je dis, je ne suis pas convaincu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 20 ans, je ne marche plus. J'ai voté Maastricht, c'était mon dernier vote positif. Comme citoyen, je n'étais pas parlementaire à l'époque, j'étais jeune citoyen, je commençais à voter, etc. Et puis après, je me suis retrouvé au Parlement. Mais au Parlement, je n'ai pas marché dans tout ça. Je n'y arrivais pas. Et j'ai voté non au référendum. Et pourtant, on m'a vendu Lisbonne derrière. On me l'a fait gober. Bon, je suis comme tout le monde. Cette affaire-là n'est pas traitée. Je suis pour une Europe qui mette la pression sur l'extérieur et qui diminue la pression sur les citoyens européens de l'intérieur. C'est-à-dire limiter. Et c'était l'esprit de ce que disait Giscard d'Estaing dans le traité constitutionnel, enfin la Convention pour l'avenir de l'Europe en 2004, je crois. Il disait, la subsidiarité, c'est un mot barbare pour dire tout ce que les États peuvent faire, ils doivent le faire, et l'Europe ne s'occupe que du nécessaire et pas du superflu. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Aujourd'hui, résultat, 63% ou 65% de nos lois sont d'origine européenne. Donc, évidemment, où est la démocratie ? Où est la discussion ? Où est l'adhésion ? Où est le consentement ? Et donc, tout ça est en train d'exploser. Évidemment, il y a les coups de boutoir de l'étranger, mais vous avez aussi l'exaspération intérieure. Et moi, j'en fais partie. Donc, qu'est-ce que vous me proposez ? Je suis vassalisé dans un système qui ne me donne pas le droit de choisir. Je préfère l'être, comme disait finalement Étienne de la Boétie dans ce magnifique discours sur la servitude volontaire. Il dit, la servitude volontaire, c'est juste une question d'habitude. On est habitué d'avoir les États-Unis qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. Bon, très bien. Et donc, on va finir pauvres et enchaînés. C'est ça le sujet. Donc, comment on fait pour sortir de ça ? 15 secondes. J'entends évidemment ce discours. Je peux porter témoignage que dans les institutions qui sont les nôtres, dont je rappelle que c'est le Parlement qui est élu qui vote les lois. Ce n'est pas la Commission européenne. La Commission européenne n'impose aucune loi. C'est le Parlement européen élu. Ce sont les États membres qui vont... Et c'est vraiment... Nous sommes une démocratie. Mais pour éviter précisément que ce soit la technocratie qui prenne le pouvoir, il faut du leadership. J'ai la faiblesse de croire que dans un certain nombre de dossiers dont je me suis occupé, les semi-conducteurs, la défense, l'espace, les vaccins, on peut y arriver si on a le leadership, et on a une telle urgence que remettons du leadership
et transformons ensuite. Mais si on attend de transformer, alors Arnaud Montebourg, les trains passeront. Merci Thierry Breton, merci Arnaud Montebourg, c'était passionnant et c'était chaud à la fin, mais c'était très bien. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Esprit Libre la semaine prochaine. Je ne sais même pas ce que c'est.